Étrange moisson, curieux légumes. Je vois que tu ne te rappelles vraiment rien, grommela Tinky Pinky. Ça va être plus compliqué que je ne le pensais. Il est important que tu ne te trahisses pas par un comportement inapproprié. Je vais devoir t'enseigner rapidement les lois de ce pays. Écoute et ne pose pas de questions inutiles. Cela nous ferait perdre du temps. J'ai vu que vous étiez jardinier, tes frères et toi, fit Élodie. Vous plantez des fleurs? Mais non, s'impatienta le lapin. Ici on plante ce dont on a besoin. Il existe des graines pour tout. Dans le chariot derrière toi, tu trouveras par exemple des graines de maison. Vous plantez les maisons comme des salades? Mais oui. Ensuite on les arrose et on les soigne pour qu'elles poussent. Si on est un bon jardinier, on peut les faire fructifier jusqu'à ce qu'elles atteignent la taille d'un petit château. Dans le cas contraire, elles se fanent et dépérissent. Si je comprends bien, tout est végétal. Exactement. On peut planter des voitures. Au départ, elles ne sont pas plus grosses que des jouets. Mais si on sait s'en occuper, elles grossissent et atteignent bientôt la taille d'un camion. Tu racontes n'importe quoi, protesta Élodie. C'est impossible. Tu te trompes, répliqua Tinky Pinky. Au royaume des songes, tout est possible, le meilleur comme le pire. Et c'est bien là le problème. Il n'eut pas le temps d'en dire plus, car la carriole approchait justement d'un village. Passe derrière, ordonna le lapin. Mes frères vont te déguiser en paysanne. On t'entortillera la tête dans une écharpe pour te rendre méconnaissable. Nous te présenterons comme notre apprenti. N'ouvre pas la bouche, joue les idiotes, ça t'évitera de faire des gaffes. La police secrète de ton oncle est partout. Si tu es reconnu, tu seras immédiatement arrêté. Le chariot s'arrêta sur la place du hameau. Les paysans accueillirent les frères lapins avec chaleur. Élodie, la figure emmitouflée dans un foulard, se faisait l'effet d'une momie échappée de son sarcophage. Elle remarqua que les maisons sortaient effectivement de terre, telles d'énormes citrouilles. Elles n'étaient pas faites de pierre ou de briques, mais de pulpe charnue comme un melon. Il s'en dégageait une odeur acidulée. Certaines étaient très grosses, d'autres à peine plus grandes qu'une niche à chien. Deux ou trois étaient carrément défraîchies et avaient l'air de vieilles pommes ridées. « Viens, lui souffla Tinky Pinky en la tirant par la main. Nous sommes là pour travailler. Prends ce sac et suis-moi. Les gens du village veulent que nous rendions la santé à cette maison fanée que tu vois là-bas. Ce n'est pas sans danger. Pourquoi? Tu te rappelles ce que tu as vu sur la lande? La belette dévorée par le terrier cannibale. Les maisons sont pareilles. À force de pousser sur cette terre carnassière, elles finissent par partager ses goûts. Oh, que t'as Élodie! Tu veux dire qu'elles mangent leurs habitants? Ça arrive. Lorsqu'elles sont très grosses, elles ne se contentent plus d'être arrosées d'eau fraîche. Il leur faut quelque chose de plus consistant, de la chair humaine. Ces maisons fanées ont été désertées par leurs propriétaires car elles devenaient trop gourmandes. N'ayant plus rien à se mettre sous la dent, elles ont commencé à dépérir. Les maîtres des lieux voudraient bien les récupérer, car ce n'est pas une mince affaire de cultiver un légume jusqu'à ce qu'il atteigne cette taille. Interdite, Élodie leva le nez pour examiner la bâtisse en question. Elle avait véritablement l'aspect d'un petit château, mais un château qu'on aurait sculpté dans une citrouille géante. Toutefois, l'écorce molle, crevassée par de profondes rides, dégageait une odeur de fruits pourrissants. Au moment où Tinky Pinky posait la patte sur le seuil, un paysan s'approcha. « Faites attention, souffla-t-il. Ces derniers temps, elle est devenue très vorace. Elle a mangé notre chien et nos deux chats. Ma famille et moi, nous sommes enfuis de justesse. » Tinky Pinky le remercia et tourna la poignée de la porte pour s'engager dans le vestibule. Élodie le suivit en se demandant si elle était vraiment obligée de faire ça. « Tu vois, chuchota le lapin dès qu'ils furent à l'intérieur. Tous les objets, tous les meubles sont des fruits ou des légumes.
Rien n'a été fabriqué dans une usine. Rien n'a été acheté dans un magasin. Tout pousse sur la plaine. Il y a des arbres à chaises, des arbres à buffet. Des citrouilles qui font de la musique et tiennent lieu de poste de radio. La terre nous donne ce que nous voulons. Hélas, en échange, il faut la nourrir. La nourrir, s'étonna Élodie. Oh, je vois, comme la belette. Oui, la terre a continuellement faim. Elle ne se contente pas d'eau de pluie et de soleil. Alors les gens lui offrent de somptueux casse-croûtes en la personne des étrangers qui débarquent du monde réel. On les donne en pâture à la terre. Oui, en leur conseillant de s'abriter dans une caverne par exemple. Ainsi, le sol les dévore en 2 coups de dent et reprend des forces. Ou bien, on leur offre l'hospitalité dans une maison gourmande, comme celle que nous sommes en train de visiter. Et on la laisse satisfaire son appétit sur ces pauvres naïfs qui ignorent les lois de la contrée. Élodie retenait son souffle. Elle n'osait toucher à rien. Autour d'elle, tout offrait le même aspect de pommes ridées. Les grille-pains, les soupières, les assiettes. Les pieds des chaises étant devenus trop mous, celles-ci s'étaient effondrées sur le sol, telles des animaux évanouis. Comment une maison s'y prend-elle pour dévorer quelqu'un demanda-t-elle d'une petite voix. Elle l'aspire, expliqua Tinky Pinky en s'agenouillant sur le sol. Comme on gobe un œuf, elle le vide en une seconde de son sang et de ses entrailles. Lorsqu'elle a fini, il ne reste plus qu'un tas d'os qu'elle recrache. Je préfère te prévenir. D'ici quelques minutes, il va t'arriver un truc bizarre. Tu ne parviendras plus à décoller tes pieds du sol, tu auras l'impression que tes chaussures adhèrent au plancher. Ne t'étonne pas, ça signifiera simplement que la maison a déjà commencé à t'aspirer. Il te restera alors à peine 10 secondes pour lui échapper. Élodie s'empressa de vérifier que ses pieds allaient et venaient librement. On t'a donné des chaussures dont les semelles ont été taillées dans de l'écorce de piment rouge, déclara le lapin. Les maisons détestent le piment rouge, ça leur donne des brûlures digestives. Ce petit subterfuge te fera gagner quelques secondes si elles décident, malgré tout, de te dévorer. Tirant un canif de sa poche, le lapin entreprit d'inciser le sol. Il préleva ensuite une poignée de graines dans le sac qu'Élodie portait en bandoulière et les glissa dans les fins sillons qu'il venait d'ouvrir. « Que fais-tu » s'enquit l'adolescente. « Ces graines lui redonneront le goût de la nourriture végétale, murmura-t-il. Normalement, elle devrait perdre ses instincts carnassiers et recommencer à aimer l'eau, le soleil et le terreau, comme toute plante qui se respecte. » Élodie ne se sentait guère rassurée. Il lui sembla que les fentes du grille-pain posé sur la table se rapprochaient sournoisement de ses doigts, comme si elle avait l'intention de la mordre. Elle se dépêcha d'enfouir ses mains dans ses poches. « Ne traînons pas ici, haleta Tinky Pinky. Je sens que cette fichue baraque salive à l'idée de s'offrir un civet de lièvre. » Ils battirent en retraite. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient de la porte, Élodie sentait ses semelles coller davantage au sol. En dépit de l'écorce de piment dans laquelle elles étaient taillées, la maison les mangeait. « Vite » haleta le lapin rose, « elle est affamée !» Ce fut avec un grand soulagement que la jeune fille poussa le battant et bondit à l'extérieur. « Il faudrait me payer cher pour vivre dans un de ces trucs » lança-t-elle quand Tinky Pinky l'eut rejointe. « Tu n'y connais rien » soupira le lapin. « Habiter une maison végétale est une expérience formidable. L'été, elle embaume comme un fruit succulent. Et quand on a faim, on peut découper des morceaux dans ses murs pour s'en nourrir. Il arrive d'ailleurs que certains enfants gourmands dévorent le domicile de leurs parents. » Il ne put en dire davantage, car d'autres villageois s'avancèrent pour exposer leurs problèmes. Élodie s'appliqua à ne pas trahir sa surprise lorsqu'elle les entendit proférer des choses qui lui parurent invraisemblables. Plus tard, le lapin l'entraîna à l'arrière de la charrette et lui désigna les sacs de graines entassés. « Ici tout se plante, répéta-t-il du ton qu'emploierait un professeur. Le royaume des songes est plat et nu comme une plaque de tôle.
Chaque contrée doit être aménagée par ceux qui l'occupent. Voici des graines de montagne, des graines de forêt. Là, ce sont des semences de rochers. Là encore, des graines de collines. On les met en terre et on les arrose. Peu à peu, les montagnes germent et sortent du sol. Ainsi, chacun peut décider du paysage qui l'entourera. Dans cette caisse, tu trouveras des semences d'arbres utiles. C'est quoi, les arbres utiles? Les arbres à vêtements, les arbres à chaussures. On les plante à la périphérie des villages, là où la terre est plus grasse. Si on les fait pousser sur un sol aride, les habits sont de mauvaise qualité et se déchirent tout le temps. Élodie hocha la tête en essayant de mémoriser ces informations. Mes frères et moi faisons ce métier depuis longtemps, expliqua Tinky Pinky. Cela nous permet de voyager librement à travers le pays sans que la police secrète s'intéresse à nous. Les jardiniers sont nécessaires à la survie du monde des rêves. On ne peut leur interdire de circuler. La journée se passa en travaux de jardinage d'hiver. Chaque fois que Tinky Pinky et ses frères achevaient une tâche, les villageois leur offraient des bocaux remplis de papillons colorés. Élodie finit par s'étonner de cette curieuse pratique. Ici, expliqua le lapin rose, les papillons sont l'équivalent des billets de banque dans le monde réel. Toutes les familles reçoivent chaque année le même nombre de chenilles. Ainsi, les chances de devenir riches sont égales pour tous. Ensuite, c'est à chacun de savoir faire proliférer son élevage. Certains s'en occupent mal, et les chevilles crèvent, d'autres sont plus habiles et voient les papillons se multiplier. Les papillons gris ne valent presque rien. Les bleus représentent pas mal d'argent. Les dorés valent une petite fortune. Maintenant que tu sais cela, essaie de ne pas avoir l'air ébahi si un paysan te remet un bocal rempli de ces petites bestioles. Quand vint le soir, Tinky Pinky et ses frères rangèrent leurs outils. Élodie remarqua que le lapin aux oreilles tachetées de rouge regardait fréquemment les nuages. « Les espions de ton oncle nous observent, murmura-t-il. Je le sens. J'espère qu'ils ne t'ont pas vu émerger du lac, sinon ils risquent de se mettre en tête de te capturer. Quand ils veulent enlever quelqu'un, ils descendent une très longue corde du haut des nuages et prennent le prisonnier dans un nœud coulant pendant qu'il dort. Ensuite, ils le remontent là-haut pour l'interroger. « Qu'en font-ils » questionna Élodie inquiète. « On les enferme dans des cavernes-prisons, des cavernes souterraines. Tu devines ce qui se passe ensuite? La terre les mange? Exact. Voilà pourquoi il vaut mieux pour toi que la police ne t'attrape pas. » Ils se couchèrent à l'arrière du chariot. Si les lapins s'endormirent tout de suite, Élodie resta longtemps éveillée à scruter les ténèbres. Au moindre bruit, elle sursautait, s'attendant à voir un sinistre nœud coulant descendre des nuages pour s'enrouler autour de ses chevilles. Quand elle s'endormait, c'était pour rêver qu'on la remontait, la tête en bas, pour la soumettre à d'affreuses tortures. Elle se réveillait alors en sursaut. Lorsque l'aube se leva, Tinky Pinky la secoua. « Écoute, dit-il, j'ai eu une idée. Pour qu'on te fiche la paix, tu vas devenir la cueilleuse attitrée du village. » « C'est quoi une cueilleuse » bâilla l'adolescente en se frottant les yeux. Le lapin se dandina avec gêne d'une patte sur l'autre. Le travail de la cueilleuse consiste à se rendre sur la lande pour prélever sur les arbres utiles les objets dont les villageois ont dressé la liste, expliqua-t-il. Bof, c'est facile, bâilla encore une fois Élodie. Tu te trompes, grogna Tinky Pinky. C'est très dangereux. Car la lande n'aime pas qu'on lui vole ses fruits. Elle les défend farouchement. La plupart des cueilleuses ont la vie courte. La terre les dévore en un rien de temps. Pourquoi m'envoies-tu là-bas alors s'indigna l'adolescente. Parce que je n'ai pas le choix, gémit le lapin. La police va probablement faire une descente dans le village. Si on dit aux espions de ton oncle Boromidas que tu es sur la lande, en train de cueillir des fruits utiles,
ils n'auront pas le courage d'aller t'interroger. Ils auront bien trop peur d'être avalés par les trous du sol ou étranglés par les branches des arbres. C'est ce qui risque de m'arriver? Hélas oui, mais je n'ai rien de mieux à te proposer. Si tu restes ici, les hommes de la police secrète t'arrêteront dès qu'ils auront vu ton visage. Cette fois, Boromidas ne se contentera pas de t'exiler dans le monde réel. Il te fera enfermer dans une caverne cannibale, et ta chair ira satisfaire la gloutonnerie de la terre. D'accord, capitula Élodie. Dans ce cas, je veux bien faire la cueilleuse. Parfait, souffla le lapin. Je vais te présenter aux paysans. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Les policiers ne vont pas tarder à descendre du nuage pour mener leur enquête. Il faut qu'à ce moment-là, tu sois déjà sur la plaine. Aussitôt, Tinky Pinky sauta de la charrette et courut sur la place pour annoncer qu'une nouvelle cueilleuse venait proposer ses services. La réaction ne se fit pas attendre. Des femmes, des hommes, des enfants surgirent de partout, tenant à la main une liste de commissions. Ah, les dégonflés, songea Élodie. Ils s'y entendent pour envoyer les autres prendre les risques à leur place. Quand le lapin eut collecté les listes, il exigea une charrette et un petit âne, car il était évident que la cueilleuse ne pourrait porter tant d'objets dans ses bras. Les villageois maugréèrent. Ils savaient qu'ils risquaient fort de ne jamais revoir ni l'âne ni la charrette, mais Tinky Pinky tint bon. Rassemblant son courage, Élodie le rejoignit. « Voilà, lui murmura le lapin en lui remettant les listes. « Ramène ce que tu peux. J'ai mis une hache dans la carriole. Glisse-la dans ta ceinture et serre-t'en pour te défendre si les arbres t'attaquent. Ne reviens pas avant que les policiers ne soient remontés dans les nuages. J'espère que tu pourras tenir tout ce temps. Ne fais pas semblant. Cueille réellement les objets qu'on te réclame, car les espions t'observeront à la lorgnette. Tu es une princesse. Normalement, tu as dû apprendre à te battre. J'espère que tu sauras t'en souvenir le moment venu. Bonne chance. » La gorge nouée, Élodie saisit la longe de l'âne et sortit lentement du bourg. Les paysans lui adressaient de grands sourires confiants et agitaient la main. « Regarde-les, ces gros lâches, marmonna l'âne entre ses dents. Les 3 dernières cueilleuses sont mortes au bout de 2 semaines. Je suis bien placée pour le savoir, puisque je les accompagnais. »« Tu as survécu à l'épreuve, murmura Élodie. Tu pourras donc me donner des conseils. »« N'y compte pas trop, ricana le baudet. Je suis peureux comme une souris. Au premier signe de danger, je prendrai la fuite. Il faudra que tu te débrouilles toute seule. Je ne suis pas un âne de combat. » Tournant le dos au village, l'adolescente s'avança sur la lande. Un petit sentier serpentait entre les rochers. Il menait à un verger bizarre aux arbres tordus. Regardant par-dessus son épaule, elle vit qu'on avait jeté des cordes dans le vide depuis le haut des nuages. Des hommes vêtus de noir descendaient le long de ces filins comme de grosses araignées. « Les espions de mon oncle, songea-t-elle. Elle fit un effort pour essayer de se rappeler le visage de ce Boromidas de malheur, mais rien ne lui vint à l'esprit. Elle était incapable de se souvenir de quoi que ce soit le concernant. « C'est comme si je ne l'avais jamais vu, constata-t-elle, comme si je n'avais jamais entendu parler de lui. Et pourtant, selon Tinky Pinky, ce serait mon oncle. » Elle cessa d'y penser, car elle venait d'entrer dans le verger magique. À sa gauche s'étendait un parterre de jeunes montagnes en train de pousser. Elles ne mesuraient que 50 centimètres de haut, et pourtant leur sommet était déjà couronné de neige. Combien de temps faudrait-il avant qu'elles atteignent leur taille adulte? Plus loin s'étirait une forêt encore dans l'enfance. Chênes, frênes et marronniers étaient à peine plus grands qu'une petite cuillère. Élodie ne s'attarda pas devant ces prodiges, car la tâche qui l'attendait l'inquiétait fort. Le verger se composait d'une centaine de grands arbres, aux branches surchargées d'objets aussi variés qu'incongrus. Il y avait de tout. Des vestes, des robes, des souliers, mais également des jouets,
des poupées, des ours en peluche. Toutes ces choses étaient solidement accrochées aux branches, tels d'énormes fruits. Bouche bée, la jeune fille s'arrêta au pied d'un arbre à veste. Celles qui sont vertes ne sont pas mûres, lui expliqua l'âne d'un ton ronchon. Ne les cueille pas, elles sont encore coriaces. Ceux qui les enfileraient n'en pourraient pas plier les manches. Celles qui sont rouges sont trop mûres. Elles pourriront très vite et ne feront pas usage à ceux qui les porteront. Ne ramasse que les jaunes. Élodie hésitait. Levant la main, elle effleura du bout des doigts l'un des vêtements suspendus au-dessus de sa tête. « Hé !» s'exclama-t-elle, « ce n'est pas du tissu !»« Bien sûr que non, bougonna le baudet. C'est de la fibre végétale. Tu touches un fruit, pas un objet manufacturé. »« Un fruit qui a la forme d'une veste, bredouilla Élodie. Peut-on le manger ? Oui, les vestes ont un goût de poire. Les chaussures évoquent plutôt la saveur des pommes. Les chapeaux ont un goût prononcé de banane. Quand les vêtements commencent à se flétrir, leurs propriétaires en font de la compote ou de la confiture. De la confiture de souliers ? Oui, c'est très bon. S'éloignant de la charrette, la jeune fille fit quelques pas dans le jardin. Il y avait des arbres à manteau, des arbres à pyjama. Les plantations avaient été regroupées par secteurs, l'habillement, les loisirs. Les arbres à jouer ressemblaient à des sapins de Noël surchargés de cadeaux. Plus loin, Élodie découvrit une rangée d'arbres à musique dont les fruits avaient, pour une fois, une allure parfaitement banale. « On dirait des prunes, des cerises, remarqua-t-elle. Ce sont des fruits musicaux, grommela l'âne. Si tu les manges, la musique remplira ton corps tout le temps que tu mettras à les digérer. Elle montera de ton estomac jusque dans tes oreilles. Les prunes produisent de la musique classique, les cerises du rock, les pêches de la musique de danse. J'évite d'en manger. En tant qu'âne, je n'aime pas la musique, ça me tourneboule la tête. Mes oreilles se transforment en haut-parleurs et les gosses s'amusent à me promener dans les rues comme si j'étais une chaîne stéréo ambulante. C'est très désagréable. Élodie, qui avait commencé à sourire, s'immobilisa soudain. Elle venait de poser le pied sur un tas d'ossements humains étalés sur le sol à proximité d'un terrier. « Qu'est-ce que... » balbutia-t-elle. « Ce sont les restes d'une cueilleuse, souffla le baudet. Elle a voulu décrocher les fruits de ses branches et l'arbre s'est défendu. »« Comment cela ? » ?»« La terre lui a ordonné de l'attaquer. C'est la terre qui nourrit tout ce qui pousse, tu le sais bien. Elle commande à ses rejetons comme un général à ses armées. Elle ne tolère pas qu'on lui dérobe quoi que ce soit. Elle préfère que les fruits pourrissent sur les branches plutôt que de les céder aux humains. C'est ainsi. Elle est avare, jalouse de ses possessions. Elle ne veut pas partager. Mais la cueilleuse... Oh, elle avait ton âge. Une branche l'a assommée, puis, quand elle est tombée sur le sol, l'une des racines de l'arbre l'a poussée en direction du terrier. Une fois qu'elle s'est retrouvée à l'intérieur, il n'a pas fallu longtemps pour que la lande la digère et recrache ses os. Élodie frissonna. « Que dois-je faire ?» s'enquit-elle. « Je ne sais pas, soupira l'âne. Si tu dois vraiment cueillir ces fruits, essaie d'être rapide. Les branches vont te frapper, il faut t'y préparer. » La jeune fille tira la hachette de sa ceinture et, l'assurant dans sa main droite, saisit une pomme à musique de la gauche. Les mâchoires crispées par la tension nerveuse, elle tira d'un coup sec. La pomme se détacha sans que rien ne se passe. « Normal, grommela l'âne. Les arbres s'ennuient, alors ils dorment. Ils mettent du temps à s'éveiller. Le secret, c'est de changer rapidement d'arbre, de ne jamais s'attarder au même endroit. En passant de l'un à l'autre, tu as une chance de leur voler leurs fruits avant qu'ils n'ouvrent l'œil. »« Merci du conseil, souffla Élodie. « Bof, grommela l'âne, ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas 100% garanti sans mauvaise surprise. » Haletante, la jeune fille se mit à l'ouvrage. Obéissant au précepte du baudet ronchon,
Elle détachait veste, souliers, jouets, en évitant de prélever 2 fois de suite des fruits sur le même arbre. Bien sûr, cela lui compliquait affreusement la tâche et l'obligeait à se déplacer sans cesse. Mais quand les branches somnolentes sortaient de leur torpeur, elle était déjà loin. Peu à peu, la carriole se remplissait. Élodie était en sueur et les cheveux lui collaient aux joues. Elle regrettait de n'avoir rien emporté à boire et elle n'osait pas toucher aux fruits magiques qui lui faisaient peur. Au fur et à mesure qu'elle se fatiguait, elle devenait plus lente. Alors qu'elle cueillait une veste jaune foncé, une branche se détendit brusquement et la frappa en pleine poitrine. Le souffle coupé, elle tomba sur le sol. Aussitôt, une racine jaillit de l'herbe, se noua autour de sa cheville et entreprit de la pousser vers l'entrée d'un souterrain tout proche. Pris de panique, le petit âne s'enfuit en tirant sa charrette brinque-ballante. Par bonheur, Élodie n'avait pas lâché sa hachette et, d'un coup bien ajusté, réussit à trancher la racine au ras de son pied. Dès qu'elle fut libre, elle roula sur elle-même pour s'éloigner le plus possible de l'arbre en colère. « Bon, haleta-t-elle en se redressant, je crois que la cueillette est finie pour aujourd'hui. » Elle avait eu chaud. Un grondement de rage s'échappa de l'entrée du souterrain. Frustrée de son repas, la lande faisait entendre sa colère. Élodie jugea plus prudent de s'élancer sur les traces de l'âne peureux. Avant de regagner le village, elle s'assura que les hommes de la police secrète avaient bel et bien regagné leur observatoire. Tinky Pinky poussa un soupir de soulagement lorsqu'elle fit son apparition. En effet, voyant l'âne revenir seul, il avait cru un instant qu'Élodie avait succombé aux méfaits du verger comme les précédentes cueilleuses. Les villageois se partagèrent le contenu de la carriole avec joie. Il y avait trop longtemps qu'ils attendaient de regarnir leur garde-robe, et la plupart d'entre eux en étaient réduits à porter des vêtements fanés ou à aller tout nus. Élodie fut donc déclarée cueilleuse officielle du hameau, et on la rétribua sur le champ en lui donnant un bocal rempli de papillons verts. « J'ai eu de la chance, soupira la jeune fille, lorsqu'elle se retrouva seule avec Tinky Pinky. Mais l'âne m'a bien aidée. Ce poltron, il s'est enfui au moment crucial, c'est vrai, mais il m'a donné de précieuses indications sur la manière de m'y prendre. Sans lui, je n'aurais fait que des bêtises, et je serais morte à l'heure qu'il est. Comment cela s'est-il passé avec les policiers? Dès qu'ils ont su que tu cueillais les fruits des arbres utiles, ils se sont désintéressés de toi. Une princesse ne s'abaisserait pas à de telles besognes, n'est-ce pas? L'un d'eux a jeté un coup d'œil du côté du verger avec sa longue-vue. 3 minutes après, il s'en allait. Tu crois qu'on les a dupés? Peut-être bien, mais il faudra rester ici un moment, sinon ça ne serait pas crédible. Cela implique que tu retournes au verger. Je me débrouillerai. Le lapin rose agita ses oreilles. Il est très important que tu récupères tes souvenirs, insista-t-il. Nous ne pourrons rien faire tant que tu seras amnésique. Je veux bien, fit Élodie. Mais comment dois-je procéder? Faut-il consulter un médecin? Non, siffla Tinky Pinky. Nous ne sommes pas dans le monde réel. Ici, les choses ne se passent pas de cette manière. Ton oncle a eu recours à la magie pour retirer de ta tête tous les souvenirs concernant ta vie dans les territoires du rêve. Il les garde enfermés dans un coffre-fort au fond d'un château bien gardé. Si tu veux savoir qui tu es réellement, tu devras fracturer ce coffre-fort pour récupérer tes souvenirs. Élodie écarquilla les yeux. Quoi? Quoi? Bredouilla-t-elle. Ma mémoire est enfermée dans un coffre comme une liasse de billets de banque? Tu te fiches de moi? Non, ça se passe ainsi chez nous. Tes souvenirs sont des bijoux précieux. Ils renferment des millions d'indications, de secrets sur les rouages du royaume. Ton oncle, Boromidas, ne peut pas s'offrir le luxe de les détruire. Il préfère les garder au chaud, au cas où il en aurait besoin un jour.
Tu dois les récupérer. Sans eux, tu n'as guère d'utilité pour notre cause. Tu n'es qu'une petite collégienne sans grand intérêt. Et je ne vois pas du tout comment tu pourrais soulever le royaume contre le tyran et libérer tes parents qui sont, eux aussi, prisonniers. » Élodie grimaça et se saisit la tête à deux mains. « Pitié, gémit-elle, tu me donnes la migraine. » Elle prit le temps de réfléchir 35 secondes et déclara. « D'accord, je cambriolerai ce château. Mais une fois le coffre ouvert, que devrais-je faire de ces souvenirs? Et sous quelle forme se présenteront-ils? » « Ils auront l'air de gâteaux à la crème, » expliqua doctement Tinky Pinky. « C'est, bien sûr, une représentation symbolique. Plus tes souvenirs seront agréables, plus ils auront l'air appétissants. Les mauvais souvenirs, eux, auront l'apparence de choses dégoûtantes. Des crottes de chien, par exemple. Tu devras tous les manger. »« Hein » hurla Élodie. « Tu es complètement dingue ou quoi ?»« Ne t'emballe pas, » insista le lapin. « Écoute, c'est important. Les mauvais souvenirs peuvent renfermer des informations capitales, des secrets. L'endroit où tes parents sont retenus prisonniers. Si tu ne manges que les bons souvenirs, ta mémoire se remplira de choses agréables, certes, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Nous avons un combat à mener, un trône à reconquérir. Il est hors de question que tu fasses des caprices. Tu devras tout manger, les bons gâteaux et le reste. Sinon, tes parents resteront à jamais enfermés dans les geôles de Boromidas. D'accord, capitula Élodie. L'ennui, c'est que je ne conserve aucun souvenir de mes parents. Voilà pourquoi tu n'as pas envie de faire d'efforts, expliqua le lapin rose. Une fois que tu te rappelleras qui ils sont, tu ne feras plus aucune difficulté pour avaler les crottes de chien. C'est toi qui le dis, grogna l'adolescente. Dans les jours qui suivirent, Élodie s'occupa du potager. Elle arrosait les jeunes montagnes, puis se rendait dans l'enclos où l'on parquait les chaises fraîchement cueillies. Il fallait en effet dresser celle-ci à la tâche qu'on attendait d'elle, à savoir rester immobile pendant qu'on s'asseyait dessus. Les sièges récemment détachés de la branche où ils avaient poussé avaient tendance à ne pas tenir en place. Comme tous les jeunes animaux, ils ne pouvaient s'empêcher de courir de ci de là, ce qui finissait par flanquer le mal de mer à ceux qui tentaient de s'y asseoir. En tant que fruits et légumes, ils n'auraient pas dû se comporter ainsi. Dans le monde réel, on voit rarement les carottes courir. Mais dans l'univers du rêve, tout était possible. Par conséquent, un légume pouvait très bien galoper après sa queue comme un chiot. C'est ce qu'Élodie avait fini par admettre. Elle s'appliquait donc à dresser les chaises sauvages en leur enseignant l'immobilité. Ce n'était guère facile, et les ruades des sièges la désarçonnaient plus souvent qu'à son tour. « J'ai les fesses pleines de bleu, grommela-t-elle. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait si difficile de rester tranquillement assis. » À la fin de la semaine, le lapin rose la tira à l'écart. « Tu vas devoir bientôt rentrer dans le monde réel, expliqua-t-il. Ton temps de plongée est écoulé. »« Pourquoi ça ?» s'étonna la jeune fille. « Ton esprit est ici, mais ton corps est là-bas, dit Tinky Pinky avec réticence. Tu es prisonnière de cette enveloppe charnelle. C'est comme une cage que tu serais forcée de réintégrer. Si tu ne le faisais pas, ce corps commencerait à s'altérer et tu deviendrais monstrueuse. Je ne peux vraiment pas rester ici. Non, tu es prisonnière du réel. Ton corps va te rappeler à lui. Il est programmé pour ça. Je te le répète, c'est comme une armure dans laquelle t'aurait enfermé ton oncle Boromidas. Tu es ici depuis déjà trop longtemps. Ce n'est pas raisonnable. Tu es attaché à ce corps comme une balle de mousse à un élastique. Elle peut rebondir très loin, mais pas trop loin. Et elle est toujours condamnée à revenir à son point de départ. » Élodie se mordilla la lèvre. « D'accord, fit-elle, je commence à comprendre. Si je m'obstinais à rester avec toi, le corps qui se trouve dans le réel finirait par mourir, c'est ça ? Oui,
puisqu'il ne se réveillerait plus, ne se nourrirait plus, et au bout d'un moment, il pourrirait comme une vieille banane. L'écho de sa destruction résonnerait jusqu'ici, et ton apparence changerait. Tu deviendrais hideuse. Existe-t-il un moyen de me débarrasser de ce corps demanda Élodie. Oui, tes faux parents, ces geôliers qui te retiennent prisonnière dans le réel, doivent posséder une clé magique. Cette clé ouvre et verrouille la serrure qui te tient enchaînée à cette enveloppe charnelle où l'on t'a enfermé. Si tu pouvais mettre la main sur cette clé, tu pourrais alors t'échapper. Jusque-là, tu seras condamné à aller et venir entre les deux mondes. De temps à autre, nous remplirons la baignoire avec l'eau magique du lac des rêves et tu nous rejoindras ici. Mais sois prudente. Applique-toi à ne pas réveiller la méfiance de tes geôliers. Je ferai attention, promit l'adolescente. Afin que tu ne sois pas toute seule dans le réel, nous allons te donner des alliés, reprit le lapin, des serviteurs magiques qui t'aideront en cas de danger. La jeune fille suivit le lapin rose dans le chariot. Là, l'animal tira d'une caisse un sac de cuir jaune muni d'une pochette à fermeture éclair et d'une bandoulière. « Voici ton premier ami, annonça-t-il. Ne t'en sépare jamais. »« Une besace ?» s'étonna Élodie. « Tire la fermeture à glissière, ordonna le lapin, et tu auras une fameuse surprise. » L'adolescente obéit. Aussitôt, une tête de kangourou jaillit de l'ouverture, puis les pattes et les épaules suivirent. Élodie comprit que le kangourou s'était caché à l'intérieur de sa propre poche ventrale. Elle ne savait pas par quel tour de magie il avait réussi cet exploit. Mais le fait est qu'il était parvenu à se retourner à l'envers pour prendre l'aspect d'un banal sac de cuir. « Salut, princesse. Désormais, je serai ta monture, lança l'animal. Tu n'auras qu'à grimper sur mon dos et je bondirai dans les airs. Je peux faire des bonds de 30 mètres de haut et de 100 mètres de long. Je m'appelle Poco. La plupart du temps, j'aurai la forme d'un sac et tu me porteras en bandoulière. Chaque fois que tu auras besoin de moi, tu tireras la fermeture à glissière de la poche ventrale et j'apparaîtrai. » Sous les yeux éberlués d'Élodie, l'animal fabuleux plongea de nouveau la tête dans sa poche et s'y engloutit tout entier. « Poco te permettra de prendre la fuite si la police de ton oncle est à tes trousses, dit le lapin. Mais je vais te donner un autre serviteur, capable de résoudre des problèmes plus compliqués et de répondre aux questions que tu te poseras. Retrousse ta manche gauche. Je vais tatouer une image sur ton épaule. »« Un tatouage ?» s'exclama Élodie. « Trop cool. Je peux choisir le motif ?»« Non, fit Tinky Winky en sortant des aiguilles et une bouteille d'encre magique d'un coffre. L'image sera celle d'un jeune chevalier, un garçon de ton âge, tout à ton service. Je vais le dessiner en bleu. Serre les dents, ça fera mal. » Élodie s'assit au fond du chariot, tandis que le lapin préparait ses aiguilles. Tinky Winky n'avait pas menti. L'opération était assez douloureuse, mais l'adolescente se mordit les lèvres pour ne pas pleurer. Quand l'épreuve eut pris fin, le lapin lui tendit un miroir pour qu'elle puisse voir l'image imprimée sur son épaule. C'était un joli dessin représentant un adolescent en costume de page. Il avait les cheveux longs, une frange au ras des sourcils et un visage plutôt mignon, quoique très volontaire. « N'y touche pas tant que l'encre ne sera pas sèche, ordonna le lapin. Plus tard, quand tu seras retourné dans le monde réel, ce petit personnage te sera bien utile. Chaque fois que tu auras besoin d'un conseil, frotte 3 fois le tatouage avec la paume de ta main droite. Cela aura pour effet de matérialiser le jeune chevalier pendant 1 heure. Passé ce délai, il reprendra son apparence de tatouage. Ainsi, tu ne seras pas toute seule dans le réel. Tu disposeras d'alliés secrets qui veilleront sur toi. »« Cool !» murmura Élodie, emballée par cette idée. « Et attention !» grogna Tinky Pinky. « Il ne s'agit pas d'un jeu. Tout ça n'a rien de rigolo. Si tu ne fais pas les choses sérieusement,
tu risques de rester éternellement prisonnière du monde des hommes, et tu ne reverras jamais ton père et ta mère. Quand tu seras de l'autre côté, empêtrée dans ta vie de collégienne, surveille les pantins qui te servent de parents. Fais-le habilement, sans éveiller leurs soupçons. Essaie de découvrir où ils cachent la clé qui te retient prisonnière là-bas. D'accord, fit Élodie, je ferai mon possible. Le lendemain, alors qu'elle se rendait au verger, elle fut prise d'un curieux malaise. C'était comme si une main invisible la tirait en arrière, la forçant à revenir sur ses pas. Bizarre, songea-t-elle, j'ai l'impression qu'on m'a attaché une corde entre les omoplates et que quelqu'un est en train de tirer dessus pour me forcer à rebrousser chemin. Elle avait beau lutter, chaque fois qu'elle esquissait 2 pas en avant, ses pieds en faisaient aussitôt 4 en arrière. Elle s'empressa de demander conseil à Tinky Pinky. Le lapin hocha tristement sa petite tête poilue. « Je t'avais prévenu, soupira-t-il. C'est ton corps qui te réclame. Il est probablement mal en point, en train de se dessécher ou je ne sais quoi. Tu dois rentrer à la maison, là-bas, chez les hommes tristes, dans le monde de l'ennui. »« Je n'arrive plus à aller de l'avant, insista Élodie. C'est complètement fou. »« Ça va s'accentuer dans les jours à venir, dit Tinky Pinky. En fait, ton corps veut que tu fasses le trajet à l'envers et que tu sautes dans le lac des rêves pour retourner à la baignoire dont tu es parti. Quand tu te réveilleras, tu seras plongé dans la mousse, le savon à la main. Depuis 10 jours. Mais non, le temps du rêve et celui du réel ne sont pas synchrones. 3 jours au royaume des rêves correspondent à peine à 3 minutes dans la réalité. Les 10 jours que tu viens de passer ici représentent 10 minutes de somnolence dans ta salle de bain. Personne ne s'est encore aperçu de ton absence. Mais fais bien attention. Ton corps a peut-être subi des altérations qui trahiront ton escapade. Examine-le sous toutes les coutures. Si tu as le moindre problème, demande conseil au chevalier tatoué sur ton épaule. Dans le courant de l'après-midi, il devint évident qu'Élodie ne pouvait plus marcher qu'en arrière. L'heure du départ avait sonné. Tinky Pinky la fit grimper dans le chariot et la reconduisit au bord du lac. « Enlève tes habits, remets ton peignoir et plonge, lui ordonna-t-il. Fais vite, avant que les espions ne te repèrent. N'oublie pas ta besace kangourou. J'espère que je pourrai te ramener bientôt. Un grand combat nous attend. Tu dois libérer tes parents et reconquérir ton royaume. Beaucoup de gens souhaitent ton retour. » Très émue, Élodie sauta de la carriole et courut vers le lac. Après avoir gonflé ses poumons, elle sauta dans l'eau cristalline.